Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. On va recevoir tout à l'heure deux aviateurs. Sébastien Gravier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, pilote professionnel d'avion. Et aussi Guimère Cornélie, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Merci d'atterrir chez nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on va recevoir Tilly Carpin, porte-parole de l'association KMTK. Gladys Martelly aussi sera là. Et puis on va terminer avec Iman et Yasmina et Martine. Sinon, l'actualité, on parlera du nouveau Saint-Année dans le club des centenaires. Nicolas Atti a fait le reportage. Chikungunya en Guadeloupe, micro-trottoir, c'est la question qui se pose. On va commencer par là d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a un cas de chikungunya venu de la Réunion qui s'est installé en Guadeloupe. Et l'ARS nous a dit avoir pris toutes les dispositions pour essayer de circonscrire le mal. Micro-trottoir, Solène Fèvre, Olivier Félix, c'est parti. J'ai entendu dire qu'il y avait une personne qui avait pris l'avion avec le chikungunya. Par contre, du coup, je vois pas l'intérêt de la nouvelle, parce que du coup, ça c'est transmissible via le moustique. Donc ça veut pas dire que le moustique soit rentré dans l'avion. Donc voilà. Après que ça arrive sur le devant de la scène, oui, ça ne m'étonne pas du coup. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce virus, cette maladie? Ben oui, ça a déjà fait du dégâts, beaucoup de dégâts en Guadeloupe autrefois. Vous l'avez déjà eu? Une fois. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé pour vous? Ah ben, j'ai senti tout le corps fatigué. J'étais mollo, disons. J'étais pas fort du tout. Je travaille à l'hôpital, donc c'est vrai qu'on nous en a parlé. Et oui, donc c'est ça, hein, c'est les mêmes gestes qui reviennent, la prévention, les moustiquaires, les baumes anti-moustiques. Donc c'est ça, c'est continuer, puisque chaque période, ça va revenir. Je sais qu'à l'île de la Réunion, il y a pas mal de cas, plus de 40 000 je crois. En Guadeloupe, il faut être vigilant. Vous savez, nous on a déjà la dengue, qui est à peu près le cousin du chikungunya. Mais il faut être prudent, il faut faire attention, ne pas laisser les eaux stagner. Il faut être, à mon avis, très vigilant là-dessus. Hein. Est-ce que ça m'inquiète? Bien sûr. Par rapport à quoi ça vous inquiète? Déjà, à ma famille, j'ai ma grand-mère qui est toujours vivante. Et oui. Ben, ça m'inquiète un peu pour tout le monde vu l'état de notre hôpital. En fait, c'est plus ça, savoir s'il y a une épidémie qui revient, est-ce qu'elle pourra être absorbée par l'état de l'hôpital. Donc voilà, c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que la maladie en elle-même, parce que je pense que c'est pris à temps, ça devrait être bien soigné, mais quand il y a des queues, des files d'attente, c'est là où ça pourrait être problématique. Est-ce que vous connaissez un petit peu les gestes pour essayer d'éviter ce genre de virus? Je pense que ce sont les mêmes gestes que pour le Covid. C'est-à-dire masque, ne pas s'embrasser, ne pas se donner la main et tout. Sur les réseaux sociaux, il y a la prévention par rapport à l'eau, qu'il ne faut pas laisser, par exemple, si on a des plantes, d'enlever l'eau qui reste stagnée. Oui, de porter des vêtements amples, voilà, et tout. Oui. J'espère qu'on n'aura pas de décès en Guadeloupe. Je crois qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Et c'est important la prévention. Mais de toutes les manières, dans tous les cas, il faut quand même se préparer. Hein, il faut toujours se préparer, faire en sorte de s'immuniser un peu, avoir les bonnes habitudes et les conditions aussi de vie et d'hygiène. Bien, on vous l'a dit, ne laissez pas traîner des seaux, des objets avec de l'eau un peu partout. Portez des vêtements avec des manches longues et puis faites attention autour de vous par rapport à cette épidémie qui a sévi à La Réunion et à nous faire attention pour y pas arriver en Guadeloupe. Alors, on va parler d'aviation puisque j'ai avec moi deux pilotes, Sébastien Gravier et Guimère Cornélie. Ils sont là parce que visiblement le métier devient de plus en plus compliqué à exercer puisqu'il y a un arrêté du préfet qui a été pris en ce sens, ce qui fait que les pilotes sont souvent contrôlés, ce qui se fait seulement en Guadeloupe, puisque visiblement en Martinique, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle ces deux pilotes professionnels sont venus ici pour pouvoir faire le point sur ce dispositif qui n'arrange pas le fonctionnement même des pilotes professionnels. Alors merci d'être là. Et depuis combien de temps ça a commencé, Sébastien Gravier? Alors ça a commencé, je pense, depuis décembre. Maintenant, on en est à plus de 6 mois, je pense, oui. Hein, pour cet arrêté. Et puis, donc, on ne comprend pas trop le but,
puisqu'il n'est que en Guadeloupe, il n'est pas en Martinique, il n'est que sur l'île de Guadeloupe. Mais pourquoi uniquement en Guadeloupe? On ne sait pas. Voilà, ça a été un décret qui a été fait pour soi-disant contrôler la drogue ou les armes. Voilà. Donc ça pénalise les avions privés. Ça peut être des jets d'affaires qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, qui sont obligés d'arriver après 9h30 le matin. Voilà. Ou alors d'arriver avant 18h le soir. Donc ça nous pénalise nous aussi, puisque nous sommes en Guadeloupe, on a des vols à faire en tant que professionnels. Et donc on ne comprend pas cette situation. Voilà. On a eu des intervenants pour essayer de faire valoir cette chose-là, mais ça n'a rien donné. Monsieur Corneli, et vous avez essayé de discuter avec le préfet pour essayer de changer un petit peu la situation? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter avec le préfet, et c'est pas mal justement de pouvoir demander une réunion, notamment avec nos autorités de tutelle, préfet, direction de l'aviation civile, d'accord. Et surtout, je pense que ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, l'incident malheureux... il y a eu un incident il y a quelques semaines, je sais. Cet incident malheureux qu'il y a eu, je pense que ça vient d'un amalgame. Parce qu'il faut bien comprendre et bien savoir qu'il y a des pilotes professionnels et des pilotes privés. Pilotes professionnels qui... c'est leur métier, ils ont été formés pour ça. Ils ont une heure de vol, ils ont un calendrier, tous les éléments. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer ce métier, d'accord. Et notamment ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, d'être en compagnie ou d'avoir été en compagnie, on a cette alternative en ce qui concerne le transport, le privilège de pouvoir transporter des personnes, à titre privé, mais en étant professionnel. Voilà. C'est-à-dire c'est de la location contenue. On appelle ça la location contenue. D'accord. À côté de ça, vous avez les pilotes privés. Alors, les pilotes privés, ce sont des gens qui qui pratiquent une activité de sport, de passion. Pour leur plaisir. Mais en aucun cas, ils n'ont le droit de faire cette activité contre rémunération. Donc c'est nous, l'activité que nous pratiquons en tant que pilote professionnel, c'est une activité légale. Et je pense que nos autorités de tutelle, telles que la préfecture, l'aviation civile, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait là-dedans. Entre les privés et vous. Voilà. Et je pense que le préfet, que je ne connais pas, mais je pense qu'il a pris une décision très malheureuse en sortant ce décret. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'artisanat étant le premier employeur de France, d'accord. Nous sommes par conséquent des petits artisans dans le domaine de l'aéronautique. Et je pense qu'avant de prendre cette décision, je pense qu'il aurait dû soit consulter les gens qui sont nos autorités de tutelle, ou voire même venir sur le terrain, ou demander à ses collaborateurs de venir sur le terrain et nous consulter en ce qui concerne cette affaire-là. Parce que nous sommes aussi bien que lui conscients de la sécurité en Guadeloupe. Que ce soit pour les armes, que ce soit pour la drogue. C'est un fléau, on le sait très bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Avant ce décret préfectoral d'il y a quelques mois, quelle était la situation? La situation, c'est qu'on avait quand même beaucoup de contrôles lorsqu'on arrivait de certaines destinations. Et nous, on n'est quand même pas... il n'y a pas beaucoup de pilotes sur la place, sur le lieu de travail au Rézé. Et donc, ils nous connaissent bien. Donc, c'est souvent des contrôles systématiques et 2 fois par jour à prendre nos papiers. Ils nous connaissent très bien. Ils connaissent très bien les avions. Donc, à un moment donné, j'ai jamais été autant contrôlé de ma vie. C'est assez hallucinant. Donc, j'ai été au Canada, j'ai été aux États-Unis, j'ai été dans plein de pays. J'ai jamais vu ça.
Nous, on est d'accord pour se faire contrôler, mais les papiers pris en photo, mais ils les ont. Je ne sais pas ce qui se passe. Et vous voulez dire que ces contrôles ne sont pas très bienveillants? Ils sont, on va dire, je trouve, un petit peu, on va pas dire mal faits, mais on n'est pas très bien respecté. Oui. Souvent, c'était pas tout le temps, mais bon, voilà. Je trouve que quand on va dans d'autres pays, on est vraiment traité correctement. Là, c'est vraiment, on est dévalorisé. Voilà. Oui. On se sent dévalorisé. Je pose la question, ça vous arrive d'aller en Martinique? Oui. Alors comment ça se passe en Martinique? Mais ça se passe normalement, on va dire. Mais pour répondre à ce que vous demandiez à mon collègue, oui. Ces contrôles à répétition, ça devient accidentogène. Oui. C'est accidentogène parce que la pression qu'un pilote, je dis bien un commandant de bord a pour pouvoir tout faire, préparer en toute sécurité avec les personnes qu'il va emmener dans son avion, si en plus de ça, on a des problèmes où on sait qu'on va se faire contrôler au départ, à l'arrivée et à chaque vol, ça peut amener de gros problèmes. Et je pense que là, je le redis, il faudrait que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on puisse parler un petit peu de ces choses-là. Et je parle en tant que pilote professionnel. D'accord? Et allant dans le sens de la sécurité, surtout. Parce que l'autre question qui se pose, c'est que, est-ce que, quand vous dites qu'il y a un amalgame entre privé et professionnel, est-ce que le préfet a cette vision des choses? Est-ce que je ne pense pas. Non, je ne pense pas du tout. Donc il a pris un décret sans tenir compte de la réalité. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme je dis, c'est pas à nous de dire au préfet ce qu'il va faire ou influencer sur sa décision. C'est pas nous, c'est pas notre job. C'est son job. Mais avant de prendre un job, avant de prendre une décision qui soit intelligente et constructive, il faut qu'on s'abreuve un petit peu qu'on consulte un petit peu les premiers concernés. Et alors, combien de pilotes professionnels qui existent en Guadeloupe globalement? Vous êtes combien à peu près? En activité dans les compagnies, on a... allez, on va dire, grosso modo, 100 à 150 pilotes professionnels qui sont en activité. Dans les compagnies? Dans les compagnies. Mais en tant que vol privé? En privé, nous sommes quoi? Nous sommes... moins d'une... 8. 8 à peu près. Donc vous êtes connu? On est connu. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je veux dire que quand vous partez le matin en Antigua, chez vous à Saint-Martin quelque part, on sait qui vous êtes et on sait d'où vous venez. Alors on a des plans de vol qui sont établis, on les fait, on a des déclarations à faire qu'on doit envoyer à 3 corps à la police, à la gendarmerie de l'air, à la douane. Donc ils savent exactement où on va, on a un code transpondeur dans l'avion, on sait tout. Donc, je veux dire, on peut pas... ils savent très bien ce qui se passe, où on va, quand on revient, et voilà. Donc, je veux dire, c'est très sécuritaire à ce niveau-là. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'incident dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en arrivant sur le contrôle qui s'est mal déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, c'est-à-dire que l'un de nos collègues, pilote professionnel, pilote de ligne, qui a une très grosse expérience. Dans le cadre de ce que je viens de vous dire en ce qui concerne la location Coq-Nu, exerce cette affaire-là depuis quand même pas mal d'années, comme vous venez de dire, donc il est connu sur la plateforme. Et donc il y a un gendarme qui est venu le voir pour unième contrôle. Au retour ou au départ? Non, au retour. Au retour. Unième contrôle, et à ce moment-là, quand le gendarme s'est adressé à lui, il a demandé au gendarme de finir de remplir des documents obligatoires, remplir des documents de l'avion obligatoires, et il est parti à son avion. Et à ce moment-là, le gendarme a commencé à s'énerver un peu en courant derrière lui, en lui disant... vous refusez le contrôle. Vous refusez le contrôle. Il ne s'en est pas occupé. Il est rentré dans l'avion. Et
continuant à écrire, le gendarme est venu en le bousculant. Et à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone et il a commencé à filmer. Et tout en filmant, le gendarme lui a mis les menottes. Ah bon? Après, oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est terminé comme ça, d'ailleurs. Voilà. Et il a été gardé à vue, je crois. Oui. Et après, ça s'est terminé en garde à vue, parce que bon, le gars, il a humainement... il a réagi, quand même. Il a réagi, hein, donc... Malheureusement, ça s'est terminé à vue. Il n'a pas su, malheureusement, en tant que pilote professionnel, pilote de ligne, il n'a pas su garder son sang-froid. Oui. Malheureusement. Mais ça s'est terminé au poste, quoi. Il y a eu des conséquences pour lui après Pour le moment, c'est en stand-by. Il y a une enquête. En fait, il sera certainement convoqué, je pense, devant le tribunal administratif. Ouais. Mais alors, comment vous espérez sortir de cette situation un petit peu particulière? Bon, vous êtes venu ici, on vous a invité pour en parler, que les gens savent, et j'imagine que ça remontera jusqu'à la préfecture. Ne vous inquiétez pas, on saura que vous êtes venu, ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que vous espérez? Comment vous voulez sortir de cette situation particulière? Alors, moi, comme je disais au départ, je suis surtout là, j'interviens pour pouvoir calmer les passions. Oui. D'accord? Et qu'on puisse discuter entre personnes intelligentes pour pouvoir prendre chacun de notre côté des mesures constructives. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur le préfet, je ne le connais pas. Oui. Mais une décision comme ça, ce serait pris en Corse. Oui. Ou à Cannes. D'accord? Oui. Ou à Cannes. Oui. D'accord? Ou en Bretagne, oui. Je peux vous garantir que les résultats seraient là. Oui, c'est clair. D'accord? Oui. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, franchement, et je me répète encore une fois, je me répète, il faut qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table, que ce soit notre autorité de tutelle, que ce soit la préfecture, et qu'on puisse discuter, parce que là, il s'agit quand même de sécurité. Il ne s'agit pas justement de nous mettre dans des situations, comme je disais tout à l'heure, accidentogènes, et faire en sorte qu'on regarde, et puis voilà quoi. Je veux dire, il y a eu en 10 ans, 19 morts par accident. On ne s'est jamais interrogé, je parle aux Antilles, aux Antilles, entre la Guadeloupe et la Martinique. 19 morts. On ne s'est jamais interrogé sur cette affaire quand même qui est grave. Vous voulez dire qu'il y a pas des conséquences, mais il y a eu des choses qui ont causé ces accidents? Ah, tout à fait. Au niveau des pilotes même? Tout à fait. Ça fait 40 ans que je pilote. Ça fait 40 ans que je suis pilote. Dans mon passé, j'ai eu, dans une autre vie, j'étais militaire de carrière. Oui. Pendant 18 ans, pardon. Pendant 18 ans. D'accord? J'ai l'expérience des hommes, j'ai l'expérience du terrain. Et aujourd'hui, je vois des choses, et j'ai été même spectateur de certains justement incidents malheureux qui s'est produit ici en Guadeloupe. Donc, vous pouvez être un peu plus précis? Plus précis, non. Moi, je pense que il est temps qu'on puisse en parler avec les personnes qui sont concernées et qui peuvent agir pour que ça ne puisse plus jamais arriver. En 40 ans que je pilote les avions, en 40 ans que je pilote les avions, j'ai eu 3 incidents majeurs. Enfin, accidents majeurs. Dieu merci, pas de mort, pas de blessés. D'accord? Mais je sais une chose, comme me disait un ami, c'est quelque chose qui ne m'arrivera plus jamais, parce que j'en ai tiré des conséquences. Et c'est une chose simple à faire. Et aujourd'hui, on est incapable de le faire. Au contraire, on sévit. Et pas dans le bon sens. Ça veut dire que une pression exercée sur un pilote avant, après son décollage, ça peut avoir des conséquences. Oui, c'est ce qu'on appelle les facteurs humains. Oui. Donc, si par exemple, je donne un exemple, un pilote est en divorce, par exemple, ça peut jouer sur sa qualité de vol, un décès. Voyez. Donc, si on a de la pression constante, alors que bon, on est légal, donc je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est vrai que ça devient accidentogène. C'est pour ça que nous, on a monté une association des pilotes professionnels. D'ailleurs, je suis le président de l'association des pilotes professionnels antillais, justement pour qu'on se soutienne et pour faire part des choses
dans l'environnement de l'aviation. Voilà. Vous comptez essayer de faire ce tour de table dont parle M. Cornili avec la préfecture, la direction de l'aviation civile? Oui, ça serait bien. Au moins, comme ça, on clarifie les choses une bonne fois pour toutes. Et ça serait dans le bon sens de faire ça. Ouais, oui, tout à fait. C'est possible? Ben, on va essayer. Vous allez essayer? Voilà. C'est pas qu'on va essayer, on va le faire. Ça fait 30 ans qu'on essaye de le faire, avant même qu'on monte cette association. Ça fait 30 ans qu'on essaye de le faire. Notre autorité de tutelle, je me répète encore une fois, la DGAC, combien de fois on a demandé d'avoir justement une discussion sur ce que nous faisons, une clarification sur ce que nous faisons. Aujourd'hui, cette même autorité de tutelle, j'attaque personne, hein, mais c'est cette même autorité de tutelle qui pratique la même chose que nous faisons, qui est légale, qui pratique, ils pratiquent la même chose que nous faisons, vient nous reprocher et cherche à nous enfoncer en ce qui concerne la pratique de l'allocation Coq-Nu. Et ça, je pense quand même que c'est pas fair play. Alors, quand même, deux petits mots quand même sur la profession. Quels sont les vols que vous faites le plus souvent à partir de Pointe-à-Pitre? Alors, ce qu'il faut savoir, comme je parlais de la Corse, je parlais de la Bretagne et de Cannes, nous n'avons pas le métro, nous n'avons pas le train, le TGV, voilà. D'accord? Nous avons, rien que dans les îles du Sud, nous avons l'archipel de la Guadeloupe, avec la Désirade, je n'ai pas besoin de le rappeler, la Désirade, Marie-Galante, les Saintes. Et vous avez, en Guadeloupe, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des personnes privées qui ont besoin de se déplacer pour leurs affaires et voire même dans certains cas, pour leur santé. D'accord? Donc, l'avion devient quand même nécessaire, même si nous avons... C'est moyen de transport, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si nous avons les bateaux, même si nous avons les bateaux, mais il s'avère quand même qu'il y a une étude qui avait été faite à un certain moment au niveau de la région, qui a démontré que le transport en bateau et en avion est tout à fait nécessaire pour le bon développement et la continuité territoriale, en plus. Oui. Et alors, vous le savez sûrement, ça, c'est pas votre région réellement. Air Antilles a beaucoup de difficultés en ce moment. Depuis Saint-Martin, ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre financier nécessaire. On souhaite qu'ils y arrivent, bien sûr. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Nous, on n'est pas, je pense, comment dire, on a plusieurs destinations que des compagnies ne peuvent pas faire. Par exemple? Par exemple, Antigua. Par exemple, c'est pas développé. Donc, si on a des personnes qui veulent aller à Antigua dans 1 heure ou 2 heures, voilà, on peut les amener. Vous n'allez pas à Dominique, non, en fait? On a Dominique aussi. Dominique, Sainte-Lucie, enfin, je Sainte-Lucie, toutes les îles. Votre maximum, au point de vue destination, c'est quoi? Moi, j'ai été jusqu'en République dominicaine. Ah, quand même? Oui. Combien de temps? 2 heures? 3 heures? 2 heures et demie. 2 heures et demie? Voilà. Tout est une question de capacité. Oui. Parce que de toute façon, il y a des compagnies aériennes, qui ont la vocation, justement, de pouvoir véhiculer tout ce beau monde. Oui, mais sauf qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Le problème qu'il y a, c'est lorsque vous avez un ingénieur ou un chef d'entreprise qui est à Basse-Terre, qui a besoin d'aller à la Désirade pour pouvoir visiter un chantier ou pour pouvoir faire quelque chose en 2 heures, d'accord? Il a 1 heure de trajet à faire jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et quand il arrive à Pointe-à-Pitre, toutes ces compagnies confondues n'ont pas la capacité pour pouvoir déplacer un avion pour lui. Parce que ce monsieur, ce qu'il a besoin, c'est d'arriver sur place, faire ce qu'il a à faire, attendre peut-être 1 heure ou 2 heures, et ensuite de retourner et être à son bureau à Basse-Terre. Et ça pour le moment, les compagnies ne peuvent pas le faire. D'accord? Nous rayonnons, enfin moi personnellement, j'ai rayonné de Haïti jusqu'à Trinidad. D'accord? Haïti jusqu'à Trinidad. Tout ce qu'il y a entre Haïti et Trinidad, je peux dire que je l'ai fait. D'accord? Dans le cadre de l'allocation Coq-Nu. D'accord. Voilà. Okay. Donc,
Ben écoutez, merci d'être venu pour cette première fois. J'espère que cette table ronde aboutira et que vos conditions de travail seront, on va dire, apaisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on le souhaite. On le souhaite pour vous, pour votre président de cette association, et que les choses iront au mieux. Et puis, nous, on garde le contact. Oui, tout à fait. Et tenez-nous informés. De toute façon, on a encore la possibilité de vous recevoir tant qu'il faut, jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Donc, on vous remercie d'être venu, M. Cornélie et M. Gravier. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. J'ai envie de dire bon vol. Merci bien. Voilà, il est 12h58, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Téli Carpin et Gladys Martelly. À tout à l'heure. Sur la deuxième partie de l'émission, on va recevoir, dans le cadre de la chronique L'Instant Friapin, Téli Carpin, bonjour. Bonjour, M. Zandouis. Et Gladys Martelly, bonjour. Bonjour, M. Zandouis. Alors, je dis ça parce que vous êtes d'une association qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Kimuntuka. C'est bien ça? En effet. Bien, une association. Et on va parler aussi de Congolo Alimentation. Tout à fait. C'est un petit peu ça. Alors, cette association KMTK, qui peut la présenter, Madame Gladys ou me... Bon, ben, je vous écoute. Alors, c'est quoi cette association dont je ne connaissais pas l'existence? Ok, ben merci Gladys. Alors, effectivement, Gladys et moi, nous représentons cette association, Kimuntuka, une association cultuelle qui a pour vocation d'apporter des informations, de sensibiliser, d'éduquer aux notions du bon vivre ensemble. Selon les valeurs du Bumuntu. Donc ce sont les valeurs qu'on associe à la sagesse ancestrale. Alors qu'est-ce que c'est le Bumuntu pour les gens qui ne savent pas comme moi? Alors le Bumuntu, c'est un ensemble de valeurs traditionnelles qui proviennent de l'Afrique et qui permettent de... Quelle région de l'Afrique du Congo? Alors c'est un terme qui est plus connu en Afrique du Sud, sous le nom de Ubuntu. Ah, Ubuntu, ah oui. Voilà, mais en fait. Je connaissais Ubuntu, parfois. C'est ça, mais c'est le Bumuntu, c'est la même chose. C'est la même chose. Selon une appellation c'est juste le B qui a été ajouté, du Congo. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, le principe, c'est que parce que nous sommes tous interconnectés entre êtres humains avec les éléments de la nature que nous saluons au passage. Oui. Et du coup, le principe, c'est justement de savoir vivre avec cette sagesse et être en harmonie pour pouvoir être dans la stabilité, l'équilibre, notamment avec les produits qui nous sont offerts par la terre, comme le fruit à pain. Alors justement, j'avais posé la question, puisque régulièrement nous recevons ici des membres de l'association Nouvelle Voix et qui sont depuis plusieurs années déjà, j'ai envie de dire, des militants du fruit à pain, puisqu'ils font tout ce qu'il faut pour redonner envie aux Guadeloupéens de consommer le fruit à pain. Ça commence à y aller, il y aura bientôt la journée. Alors, quelle est la relation qu'il y a entre le Kumuntu et le fruit à pain par rapport à ce que vous venez de dire? Peut-être que Mme Martelly veut répondre. Enfin, si elle peut, ou sinon, on vient vers déjà que cuisinière, c'est un légume qui remplit plusieurs conditions. Donc, on y est déjà. Et puis, sincèrement, c'est un légume ou un fruit à certains moments. Il peut être sucré, il peut être salé. Il convient à tout le monde et il remplit le vote de tout le monde. Et dans le Bumuntu, effectivement, eh bien, on est tous un. Et si on n'a que du fruit à pain, eh ben, on mange quand même. Ah bon, on mange? Ah ben oui, si vous avez que du pain, vous mangez que du pain, mais on a du fruit à pain qui est complet, on va dire, en matière de féculents. Oui, on peut rassasier une population avec du fruit à pain. Donc pourquoi pas, moi je trouve qu'il y a une relation entre justement cette journée du fruit à pain et le Congo de l'alimentation qui travaille le fruit à pain. Parce que je crois comprendre qu'il y a un concept qui s'appelle le Congolo Alimentation. En effet, je vais justement compléter ce que disait Gladys. En fait, dans la structure de notre organisation, nous sommes organisés en différents cercles. Donc il y a une cellule dédiée à tout ce qui est alimentation, où on fait la promotion de tout ce qui est alimentation saine à partir de
végétaux, principalement. Et il y a d'autres cercles qui sont liés notamment à l'entrepreneuriat, l'animation pour l'éducation des jeunes, des enfants. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'instant Fouillapin, nous mettons l'accent sur le Congolo Alimentation. Oui. C'est le cercle qui travaille sur les produits dérivés qui apportent la guérison, qui apportent du bien-être. Voilà. Et c'est à base de Fouillapin, tous ces produits? Alors, entre autres, je laisse Gladys compléter. Oui, c'est vrai. Alors, entre autres, vous avez des images qui passent en ce moment. Oui. Donc, vraiment, le Congolo Alimentation, alors on a parlé de Ubuntu, de Ubuntu. Congolo, c'est aussi un mot qui Congo, donc du Congo. Et donc, on a décidé de travailler dans ce sens-là, de faire des cercles de personnes. Et là, c'est un cercle d'hommes et de femmes qui ont décidé de travailler sur cette thématique, donc la cuisine, puisque l'alimentation fait partie aussi des héritages, de l'héritage ancestral qui nous est laissé, et spirituel aussi, puisque par la nourriture passe beaucoup de choses, des énergies, et j'en passe. Oui. Donc du coup, nous, on travaille à sublimer les produits de notre terroir, bien sûr, sans recourir aux ingrédients animaux, sans recourir à la matière animale. Donc c'est ça notre challenge. C'est pratiquement végétal. C'est que du végétal. Que du végétal. Dont le fruit à pain. Oui. Qu'on met à toutes les sauces. Plus ou moins. On va dire qu'on travaille beaucoup sur ça. Oui. Et justement par rapport à la journée du fruit à pain, on n'y sera pas cette année-ci. Ah, vous ne serez pas là cette année? Pas encore. Il faut travailler pour se mettre à la hauteur de la journée du fruit à pain. Ah bon? Ah bien sûr. Mais non, mais alors vous dites que vous faites du fruit à pain à toutes les sauces. Par exemple, quelle est la différence entre la consommation du fruit à pain au Congo, on fait en Afrique, et ce qu'on fait en Guadeloupe? Est-ce que c'est les mêmes façons de préparer, ou est-ce que vous avez des façons particulières? C'est une très bonne question, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que chez nous qu'on cuisine comme ça, mais on cuisine comme ça. Ah non, j'ai pas dit ça. Hein? Non, mais je ne dis pas que vous dites ça non plus. Ah bon, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les cuisines sont communes et se rencontrent toutes. Oui. Même quand on parle voilà, c'était la période de Kalalou, là-bas, ils ont une sauce aussi qu'on appelle la sauce feuille. La sauce feuille, qui correspond à la sauce Kalalou. Oui, c'est la même chose, c'est l'origine, oui, bien sûr. On trouve forcément. Parce qu'on disait ici avant que le Kalalou était d'origine amérindienne, mais j'ai su que finalement, en Afrique, déjà, depuis longtemps, on utilisait, même depuis le temps des Égyptiens, on utilisait le Kalalou. Oui. Donc, effectivement, les cuisines se rencontrent toutes. Donc, je n'ai pas encore fait de recherche approfondie là-dessus, je ne vais pas vous mentir. Mais je suis persuadé, en ayant regardé quelques reportages, ça se cuisine pratiquement tout le temps pareil, à quelque chose près. Oui. Chacun met sa pâte. Parce qu'ici, on a... Alors, vous savez quelque chose? On a ici quelque chose qu'on appelle Soupa Congo. Oui. Alors, Soupa Congo, c'est des morceaux de fruits à pain qui sont coupés avec mélangés à autre chose. Et on l'appelle traditionnellement Soupa Congo. Alors, je ne sais pas, en Afrique, on ne va pas l'appeler Soupa Congo, j'imagine. Mais il doit avoir quelque chose de ressemblant, quand même. Certainement. Certainement. Oui. Je vais me pencher là-dessus. C'est une très bonne question, M. Zandronis. J'y ai pensé, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher. Il faut que je me mette. Oui. C'est une très bonne chose de faire la relation entre les différents... Non, parce que de toute manière, bon, on est en Guadeloupe des Afro-descendants pour l'essentiel. Et donc, en arrivant ici, nos ancêtres africains qui venaient un peu partout, du Congo, du Bénin, enfin, etc., ont emmené avec eux des traditions culinaires qu'on retrouve à un certain niveau, même si ça a été modifié parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. C'est ça. Il y a un truc qu'on fait ici, le bébélé. Peut-être qu'en Afrique ça se fait, mais ça a un autre nom, etc. C'est vrai que pour aller dans ce sens-là, on s'inspire énormément de la cuisine qui provient d'Afrique, mais dans notre association et dans notre vision des choses, on a un socle qui provient du continent, mais on nourrit ce socle-là avec les apports extérieurs. La dimension un peu multiculturelle de la Guadeloupe se retrouve aussi au sein de notre association. Et du coup, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on s'inspire de ce qui se fait par ailleurs et qu'on l'ajoute à nos modes de fonctionnement, on fait toujours attention à rester en phase avec nos principes qui consistent à respecter la vie,
donc à considérer les fruits qui nous sont donnés par les arbres comme du sacré. Et ce qui fait que dans la façon qu'on a de préparer, la préparation se fait un peu comme nos mamies, avec beaucoup d'amour, avec le temps, on prend le temps qu'il faut. Et ce sont des pratiques qui se font en Afrique et dans les autres contrées qui sont restées connectées à leur ancestralité. Parce que Mme Martelly a bien... Oui, vous avez bien dit qu'on mange que du végétal. Hein. Que du végétal. J'allais justement en parler, tu en as parlé, M. Telly, merci. Parce que soit on n'est pas encore arrivé jusqu'à la cuisine africaine, même si on a des notions proprement dites, mais de par nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, on a hérité beaucoup de choses et dans ce Congolo-là, on travaille beaucoup sur ça. Donc effectivement, on prend le temps de mijoter, on prend le temps de confectionner, de concepter le projet, de voir jusqu'où ça peut nous emmener et dans une... pas forcément avec beaucoup de choses. Donc vraiment, personnellement, en tout cas, je vais dans mes retranchements par rapport à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui sont des personnes de famille de cuisiniers et qui cuisinaient comme leur arrière-grand-mère leur avait appris aussi. Donc je pense que... Oui, mais à cette époque-là, ils étaient déjà végétariens, mais il y avait quand même de la chair animale dans la cuisine. De l'époque dont je parle, il y avait quand même de la chair animale, mais c'était très rare. Très rare. Moi, je me rappelle encore que ma grand-mère faisait à manger toute la semaine et elle disait viande, c'est pour le dimanche. Et sincèrement, il n'y avait pas... C'était pas... Ah oui, c'était le dimanche seulement qu'on mangeait de la viande, je crois, à l'époque. Oui, ou bien des jours de fête ou des jours où il y avait une fête communale. Ou... Voilà, des occasions rares en tout cas. Parce qu'il était quasi manger viande cabao et la goutte. Oui, on donne ça aussi. Et les grandes personnes avaient déjà cette science-là et avaient déjà compris qu'en fait, manger une nourriture qui cristallise la lumière, proprement dit, c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus intéressant énergétiquement pour le corps que de manger une nourriture animale, qui prend du temps à digérer en plus. Donc voilà, quand vous mangez, c'est soit vous sentez que votre corps vous dit que ça vous fait du bien ou pas. Donc, Martelly, vous êtes végétarienne? Je le suis aussi. Depuis longtemps? Ça fait déjà quelques années, je ne les compte pas, mais ça fait pas mal de temps. Hein. Et ça a eu des effets positifs sur votre santé, sur votre corps? Bien sûr, parce que, écoutez, je ne vois plus trop d'hypertension. Ça me permet de ne pas prendre trop de poids alors que bon, je suis arrivé à un certain âge quand même. Ça, c'est avoir des changements. Et puis ça me permet d'être bien dans ma tête, plus légère. Je ne prends pas comment dirais-je, trop de mauvaise graisse. En tout cas, ça équilibre généralement ma vie. Moi, je le ressens. Les personnes autour de moi me demandent, mais tu fais quoi? Ben, je fais rien de spécial, je mange bien, je dors bien. Ma grand-mère disait toujours, c'est toi qui est important. Dormir bien, manger bien, et venir en case. Donc, manger bien là-dedans. Donc, quoi au bon? Encore essayer de des docteurs, quoi. On en connaît. Alors, Telly, mais quand même, il y a quand même des produits que vous faites, que vous fabriquez à partir de... C'est pas moi, parce que ici, j'ai reçu des gens qui font des gâteaux de fruits à pain, chaudons de fruits à pain, coussis de fruits à pain, enfin bref, il y a fait toute qualité de fruits à pain. Est-ce que dans la culture congolo, il y a des choses particulières? Alors, la culture Congo, vous voulez dire? Alors, nous, on essaie de mixer la tradition Congo avec nos apports locaux de la Guadeloupe. Hein. Et l'objectif n'est pas de calquer pour adapter à notre contexte local. C'est vraiment laisser libre cours à notre inspiration, ce que le fruit nous dit. C'est-à-dire que nous, dans notre façon de voir les choses, on communique avec la nation, on communique avec les arbres, on communique avec le fruit. Et la personne qui est au fourneau échange avec le fruit pour dire mais comment je pourrais te sublimer, comment je pourrais donner du goût pour que les personnes puissent profiter de ton énergie, de ta force, de ta vitalité, sans avoir à rajouter des choses qui soi-disant donnent du goût mais peuvent baisser le taux de vibration de l'alimentation. Oui, et il y a des exemples de produits que vous proposez Alors, c'est plus le Congolo Alimentation qui peut en parler, mais je peux citer le chaudot de fruits à pain qui est connu, classique, milkshake de fruits à pain. Ah, il y a un milkshake de fruits à pain aussi. Voilà. Vous en consommez, Madame Martelly? Ah oui, j'en consomme. Je peux même vous dire, j'en ai même que j'ai mis dans des petits sachets au congélo. Laisse ça pour moi, en quand qui prend, il y en a. Ah bon, on va économiser pour ne pas gaspiller. Tout à fait. Ouais.
Donc c'est aussi de l'écologie que de se servir de ce qu'il y a autour de nous, d'être en connexion avec et d'en profiter un maximum, mais dans le bon sens, parce que on pourrait aussi partir dans d'autres thématiques, mais celle-ci est très intéressante parce que tout est déjà autour de nous. Oui. Et nous-mêmes faisons partie de cette nature-là. Donc si on arrive à faire, comment dirais-je, que j'aurais dit ça en créole, on lui en nage vers la nature, à travers la nourriture, ben voilà. Donc oui, on fait des chauds d'eau, on fait des crèmes, on fait des gâteaux, des flans, des acras. C'est des gâteaux sans œufs. C'est des gâteaux sans œufs. Des gâteaux sans œufs. Voilà, petite précision. Et sans lait végétal. Je vais te couper puisqu'il ne faut pas trop en dire. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est il ne faut pas trop en dire. Non, il faut laisser un peu la curiosité, puisqu'en fait, dans notre association, on organise des événements. Et justement, on invite les personnes à venir découvrir ce que propose le Congolo Alimentation. On a un événement prévu prochainement, notamment le Kuseka, qui est prévu. Le 10 mai. Ouais. Ce sera où? Alors, ce sera à Piano Caraïbe, Brajologne, Bémao. Et en fait, ça sera une soirée en musique et en chant, en hommage au couple sacré. Je vois que c'est soirée Kuseka, c'est ça? Kuseka. Qu'est-ce que c'est? Le Kuseka, c'est un terme Kikongo aussi, où on rend hommage à un guide qu'on appelle Seka, et qui permet d'apporter la guérison par le rire, par la joie. Et en fait, les guides font tous partie d'une famille avec une hiérarchie. Et au-dessus de ce guide Seka, il y a Mama Mayangi, qu'on appelle Ator. Ceux qui connaissent un petit peu l'égyptologie feront l'association. Donc c'est une déesse, une divinité qui a des cornes de vache et du coup c'est une déesse qui est associée, nous on appelle une conscience suprême, qui est associée à la joie, à la beauté, à la gaieté. Et c'est pour ça dans le cadre de cette soirée-là, on va bien rigoler, il y aura du karaoké et il y aura les productions mystères. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir-là, même sans trop en dire, Madame Mantelli? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Savoureuses. Chargé énergétiquement parlant. Et puis, entre nous, on partage. Mais que des bonnes choses. Je ne vais pas en parler parce que ce sont des surprises. Et je préfère vous laisser venir découvrir ce qui va se faire lors de cette soirée Kuseka. Et savoir aussi que vous avez l'opportunité de trouver nos produits lors de ces événements qui sont organisés par l'association Kimuntuka. Et que vous avez aussi une adresse mail. Oui, donc l'adresse mail associationkmtk@gmail.com pour avoir des renseignements, pour être informé des futurs événements. Donc nous avons aussi une page Facebook Kimuntuka, kimuntu.k. Et donc sur les flyers que nous faisons tourner sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ces informations-là et le numéro de notre secrétaire Muriel, que je salue au passage. Coucou Muriel, alors, qui est joignable au 06 90 31 48 19. 06 90 31 48 19. Et je profite pendant que j'ai le micro pour pouvoir saluer ma grand-mère, mère grande, Marie-Galante, pour la remercier par rapport au fouille à pain. En ce moment oui, il y a des chances, voilà, puisque elle est connectée Canal 10. Donc, je la remercie pour les fouilles à pain qu'elle préparait, que je prenais en cachette au moment du goûter. Ah bon? En cachette? Puisque c'était pas prévu pour le goûter. Mais d'accord. Elle le faisait comment à l'époque? Elle faisait à Bruxelles, comme beaucoup font en Guadeloupe, un peu coupé en tranches et à l'eau avec un peu de sel. Et je l'ai trouvé très bon. C'était cueilli dans l'arbre juste à côté de la maison. Et je partais avec un morceau pour jouer avec mes cousins dans la savane. Donc c'est... Donc oui, Madame Martelly. Oui, parce que aujourd'hui, les enfants auraient tendance à prendre des biscuits ou un peu de confiture, ou du coca, je ne sais pas. Mais c'est tout le but du Congolo Alimentation, c'est de ramener aussi nos enfants à ça. Ça veut dire que bon, tu veux un goûter, mais tu peux partir avec un bout de fruits à pain, tu peux partir avec un bout de patate, tu peux partir avec un bout de banane verte ou banane jaune. Et tu seras aussi bien que si tu mangeais, même mieux. Wow, c'est ça le but. Parce que moi, mon fils, il a grandi comme ça, il doit aller à l'école, à la maternelle avec son bout de fruits à pain. Les gens me regardent bizarrement. Mais je n'ai jamais eu à acheter de goûter. Donc on est aussi là pour... Son goûter, c'était le fruit à pain. C'était le fruit à pain. Des tranches de fruits à pain. Oui. Ouais.
Vous savez, les grands montagnons ont été captés à Gossel, mais il y a des petits secrets aussi, on pas dire que fruits à pain là ont d'autres goûts. Et selon variété et qualité à fruits à pain, il différents goûts. Et d'ailleurs, avec le Congolais, on a visité carrément ça, une fruits à peinterie. Ok, on va crier fruits à peinterie. Non, mais c'est une plantation de fruits à pain, tout simplement, qui était magnifique parce que j'oublie le nom de ce monsieur, mais très connu, je ne sais pas, il ne me revient pas tout de suite. Il a toutes sortes de variétés de fruits à pain. Donc, c'est une découverte, une redécouverte, une réappropriation aussi de ce qui nous appartient, notre patrimoine. Mais Madame Martelly, permettez-moi de vous faire un reproche. Au regard de tout ce que vous dites, comment vous pouvez ne pas être à la fête du fruit à pain qui se fera au mois de juin, le 27 et le 29? Parce que même si vous pas fait pont ou cherchant les fruits à pain, mais tout ça, on va dire là, ça a intéressé le monde. Oui, c'est pour ça qu'on se prépare pour y être l'année prochaine et faire des choses. Et vous pas envie d'aller là, ça? Non, on peut même venir regarder. On peut venir regarder. On peut venir regarder, mon qui intervient. Voilà, ça, non. Oui. En cas, nous, comme des débits. Ça, là, nous, au laboratoire, nous, ont temps, hein. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon. Donc l'année prochaine, nous, au laboratoire, et l'année prochaine, nous allons participer. Voilà, ça, nous, que juste venir voir quelqu'un fait. Pour découvrir, pour soutenir aussi les artisans, bien sûr. Mais bon, on n'y sera pas cette année en tant que participant. Vous voyez, ça, c'était important, on tenait quand même à participer à l'instant fruit à pain. Monsieur Gampin, vous viendrez à la fête du fruit à pain cette année? Bien sûr que je serai déjà parti. Ce ne sera pas ma première fois. Mais encore profiter pour dire M. Jean-Marie, qui a représenté l'association Nouvelle Voix, un bel rouleau bravo pour tout travail à l'association. Il n'a pas fait un bel travail même, depuis longtemps même. On le force et courage pour continuer dans la relation ça. Donc nous, quand inviter tout le monde qui est en tout cas, tout le monde Guadeloupe, tout le monde qui est en Guadeloupe en moment là ça, à son l'entour dans fête à fruits à pain là. Et vous pouvez inviter Maman Martelly? Maman Martelly qui est là aussi, tout genre. Il a dit qu'il est là. Bon, ben nous bien contents de ça. Alors rendez-vous donc le 10 mai, soirée Kousseka. À l'espace piano Caraïbes à Bemao à partir de 19h. Et nous avons fini avant minuit pour si nous rentrer tranquillement à Kazayo, pour Nipombab. Mais il y a qui manger fruits à pain, il y a qui rire, il y a qui danser, il y a qui chanter. Ou qui là aussi, là aussi parce qu'il y a envie de voir comment un monde qui vient découvrir qu'on peut manger de bon sans viande. Vous savez, il y a un monde qui a fait beaucoup de fruits à pain, on sait ça? Oui, tout prix là. Oui, qui a fait des bons et beaucoup de fruits à pain. Il nous a fait plus vite que nous avons fait fruits à pain. C'est vraiment un produit extraordinaire de base. Mais merci les vignazotes. C'est nous qui avons merci. Non, mais c'est normal. C'est la nouvelle voix qui vient tous les 15 jours ici depuis plusieurs temps. Et nous sommes toujours contents d'envoyer parce que y a toujours qu'à une nouveauté. On met un plus frais. Là, nous découvrons des mondes et une association. Donc, quand on dit porter gamme, porter gagner fausse. Oui. Merci dans notre soleil, 13h26. Nous avons une petite pause, la deuxième pause, la dernière là. Et tout à l'heure, nous recevons le dernier invité, Iman Choudance, Yasmina Rissik et Martine Fazer. À tout de suite. Voilà, suite et fin du ZCL News de ce mercredi 23 avril. On va recevoir dans un instant Martine Fazer, la culture selon. Martine Dumoul. Et de Sainte-Anne, on va recevoir Iman Sainte-Anne. Iman Sainte-Anne et Yasmina Capesteo. Non, Trois-Rivières. Non plus, hein, mais bon, ok. C'est bon, c'est validé. Tout Paris, c'est qu'on connaît Trois-Rivières. Bon, enfin, bref, elles seront là, de toute façon. Dans un instant, on va faire un petit tour du côté de la Coupe du Monde du windsurf qui s'est passée. Et Vianney Valverde a assisté à ça. On regarde ce reportage. La Coupe du Monde de windsurf, c'est la première étape d'un circuit mondial. Donc c'est de la planche à voile à foil, donc c'est à voile un peu au-dessus de l'eau. Et là on a les meilleurs mondiaux qui viennent commencer leur saison 2025 en Guadeloupe. Après ils voyagent autour du monde, ils vont aller aux Canaries, en Allemagne, au Japon, en Chine. Et nous on a voulu positionner la Guadeloupe dans cet environnement-là, dans cet univers-là, parce qu'on est persuadé qu'il y a des choses à faire ici, qu'il faut profiter de la mer, il faut profiter de ce qui nous entoure.
Donc on a décidé de positionner un événement majeur en Guadeloupe. Ça fait plus de 30 ans qu'elle n'a pas eu lieu en Guadeloupe. Il y a eu cette étape il y a des années avec les anciens tout simplement. Et maintenant, plus de 30 ans plus tard, on est là justement pour en découdre. Et c'est un honneur pour nous en tant que Guadeloupéens d'être présents sur cet événement parce qu'on n'y aurait jamais cru il y a quelques années. Et donc c'est vraiment que du bonheur d'être là. L'idée c'est de pouvoir à la fois attirer des gens en Guadeloupe et du coup créer aussi une émulation avec les jeunes. On a des jeunes champions aujourd'hui, la nouvelle génération. Ils ont commencé la planche à voile à l'école et aujourd'hui ils font la Coupe du Monde. Ils ont la chance de vivre de ça, ils ont la chance de voyager et on veut qu'il y en ait plus qui fassent rayonner la Guadeloupe autour du monde. Les objectifs sont clairs. Je dirais que c'est un top 20 parce que ce sont les meilleurs mondiaux, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas ma discipline première, il y a plusieurs disciplines en planche à voile. C'est comme la boxe thaï, la boxe française, la boxe anglaise. Mais je me suis entraîné pour cette compétition et du coup je me sens prêt. Et sachant qu'il n'y a que les meilleurs mondiaux, je dirais un top 20. Bien sûr, si on peut atteindre les plus belles places, on ira sans problème. Mais un top 20, ça serait déjà vraiment bien. C'est pas vraiment une première parce qu'il y a eu cet événement-là qui était historique il y a 38 ans. Et là, on revient en fait avec une nouvelle vision, avec un nouveau dynamisme pour que les choses continuent dans le temps et qu'on puisse bien les structurer. Donc non, l'idée c'est que ce ne soit pas une première, c'est la deuxième et j'espère que c'est la première du renouveau. Voilà, 13h35, on revient donc aux femmes présentes, Iman Soudan et Yasmina Rissik, et on termine avec Martine. Et donc c'est l'heure du générique de Iman Danse. Bonjour. Non, c'est pas Iman Danse. Ah, c'est Iman quoi? Non, c'est pas Danse. C'est Iman Sainte-Anne seulement? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, mon Dieu? Bon, bonjour. C'est parce que, oui, bonjour Dani. Bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Yasmina, voilà. Bonjour. Tout va bien? Ça va super. Générique. Voilà, et donc aujourd'hui, on va parler du succès au féminin et ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi? Des femmes qui n'assument pas le succès? En fait, qui ont du mal à concevoir que le succès peut être féminin, à l'assumer complètement et d'être légitime par rapport à ça. En fait, on a constaté que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, 70% quand même, de femmes se sentent dans ce sentiment d'imposture, de ne pas être légitime, de ne pas vraiment assumer son succès à 100%. C'est comme s'il y avait un frein à la réussite en tant que femme. Ah bon? Oui, on l'a constaté beaucoup. Tu as pu surmonter ça? Moi, ça va. Oui, ça va? J'ai travaillé. Oui. Bon, okay. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est pas une histoire de compétence, c'est vraiment une histoire de sentiment profond de ne pas être à sa place. Alors que c'est quelque chose qui se travaille, donc qui peut se travailler en accompagnement et vraiment sur un travail d'introspection. Et c'est pourquoi ça touche plus les femmes, on va en parler, mais les femmes racisées, enfin noires, encore plus issues de pays dominés. Mais c'est une maladie ou quoi? C'est pas une vraie maladie, mais c'est une vraie expérience psychologique qui est ressentie dans, on va dire, son corps, sa façon de se comporter avec les autres, d'assumer ses responsabilités ou pas, en fait. Donc c'est pas une maladie, mais c'est une vraie expérience, un vrai ressenti personnel. Comment elles sont en retrait par rapport à elles-mêmes? Oui, elles sont en retrait, elles se sentent pas à la hauteur, elles vont pas forcément se montrer dans leur plein rayonnement, elles vont minimiser à chaque fois ce qu'elles font, qui elles sont, comment elles agissent en fait. Tu sais comment on appelle ça en créole? Le syndrome Manglous. Manglous? Oui. Ah, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ouais, mais mon âme Manglous, il est toujours là. On va rebaptiser le truc. Merci, Danick. Et donc, peut-être qu'on peut se poser des questions sur les causes profondes. Oui, d'où ça vient? D'où ça vient? Syndrome Manglous vient de l'éducation qu'on a eue. Voilà, l'éducation, parce qu'on a appris, je pense aussi, en lien avec les modèles occidentaux, à être parfaite, polie, propre,
à pas faire trop de vagues, à pas briller trop, hein, puisque voilà, fallait rester un peu même à si sa on place. Est en sous-soune, hein. Même si on est en sous-soune clairant. Il ne faut pas tout briller. Non, moi, j'ai pas de problème avec la brillance, au contraire. Donc... Elle assume. J'assume ma brillance. On n'a pas besoin d'être parfaite. Donc, c'est une deuxième cause profonde du syndrome de l'imposteur, c'est ce besoin de perfection parce qu'on a eu des injonctions, il fallait être sans faute, un peu comme Marie sans péché, là, un peu issu de la divinité sur terre, et que voilà, si on n'est pas dans cette posture-là, on n'est pas légitime. Et pour nous, je pense encore plus, ce manque de représentation, ça a été, je pense, une des causes de ce ressenti de syndrome de l'imposteur, parce que les femmes racisées, noires ou afrodescendantes n'ont pas forcément eu de modèle pour dire maintenant on va un peu plus dans cette logique de montrer qu'il y a des femmes qui font, qui ont fait, qui ont réussi, mais avant c'était pas le cas forcément, et on est issu, qu'on le veuille ou pas, de ces lignées en fait, et de cette histoire qui nous porte ou nous dessert parfois. Donc réussir n'est pas une imposture. Non, au contraire. Au contraire, maintenant on l'affirme, et je pense qu'avec les nouvelles générations, c'est encore plus prégnant, et on peut se demander, pour les gens qui sont encore dans cette souffrance et dans ce ressenti, quelles sont les solutions qu'on peut avoir. C'est déjà d'identifier ces pensées qui sont automatiques. À chaque fois qu'on se dit que je peux pas, pourquoi ? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas compétente? Est-ce que c'est une vraie vérité? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'au contraire de mettre ces pensées qui viennent un peu automatiquement, je ne peux pas les transformer en pensées positives et utiliser les succès que j'ai déjà eus comme preuve que ce n'est pas le cas? Accepter les compliments sans dire merci derrière. Parce que c'est comme si on s'excusait d'être... qui on est, on n'a pas besoin forcément de dire merci pour ajouter quelque chose. Merci, non mais fallait pas, enfin non mais on te donne un cadeau, mais franchement non, fallait pas. Non, merci, point. C'est assumer. Et comment sortir de ce cercle infernal? Et revisiter, comme je disais, peut-être se reconnecter vraiment un peu plus à sa puissance personnelle et prendre conscience de sa valeur et de son potentiel. Ça, c'est important, et ça passe aussi par la façon dont je m'habille, dont je parle, dont ma posture, ma voix, le regard. On va en parler avec Yasmina sur le fait d'assumer à la fois intérieurement et extérieurement qui on est. Donc, c'est ce qu'on va voir avec Yasmina et son regard de braise aujourd'hui qui est venu. Elle a tout donné. C'est vrai que à travers l'image, on peut accompagner les femmes. Est-ce que tu pourrais nous donner ton regard par rapport... Enfin, ton regard. C'était pas voulu. Garde-le. Non, mais tu accompagnes les femmes qui veulent être un petit peu elles-mêmes. Alors, j'en ai pas encore eu l'occasion, mais c'est une possibilité. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion par le biais du cours d'auto-maquillage. Donc, c'est vrai que ça permet de mettre en avant nos atouts, parce qu'on a toutes des atouts, mais il faut en prendre conscience. Et ensuite, j'aide à sublimer cette partie d'elle qu'elle n'affirme pas suffisamment. Donc, alors là, tu as fait un maquillage qui est plutôt, comment on dit, charbonneux? Un petit peu charbonneux sur l'extérieur pour donner de l'intensité. Charbonneux. Charbonneux, donc ça va donner une intensité au regard. Donc, moi, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas forcément charbonneux. Mais en fait, il y a différentes façons de mettre en valeur les yeux. Donc, déjà, on va toujours commencer par le sourcil, puisqu'on l'a déjà vu. Le sourcil, c'est vraiment une partie du visage qui va donner le ton. On peut avoir l'air plus sévère, plus douce, plus intense, juste avec la forme du sourcil. Donc, ça, on peut le travailler de manière plutôt naturel, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très appuyé, mais juste le coiffer déjà, lui donner une forme, et ensuite intensifier un petit peu si on a besoin, si on estime qu'on a des petits manquements, des petits trous, il n'est pas assez épais, on peut travailler dessus. Ensuite, vous avez bien évidemment les différentes couleurs que vous pouvez utiliser. Donc moi, j'ai choisi quelque chose d'un peu charbonneux parce que ça donne de l'intensité, mais vous avez d'autres techniques, ça peut être quelque chose de très lumineux, avec des couleurs claires, des tons pastels, des couleurs un petit peu irisées aussi.
Et puis, vous avez des techniques comme l'eyeliner aussi. L'eyeliner qui va vraiment souligner le regard, qui va donner cet œil un peu de biche, un petit peu étiré pour ouvrir le regard. Donc, ce sont autant de techniques que les femmes peuvent appliquer pour pouvoir travailler leur regard et travailler leur séduction. Puisque, comme on dit, le regard, c'est le miroir de l'âme. Donc, tout passe beaucoup par le regard, en fait. Donc le regard exprime vraiment qui peut montrer sa puissance. Tout à fait. Ce côté un peu mystérieux, je vois, avec le charbonneux, ça va attirer en fait l'œil, n'est-ce pas? Elle est attirée. Pas seulement par son regard. C'est un tout. Mais c'est un message vraiment qui va envoyer un message de clarté, de leadership. Comment on se maquille, les yeux en particulier aujourd'hui, et ça montre une posture intérieure en fait. Exactement. De la même manière qu'une femme, souvent les femmes qui mettent des rouges à lèvres très rouges, très foncés, on a cette sensation que ce sont des femmes très affirmées, qui sont sûres d'elles, qui ont confiance en elles. Donc c'est un peu la même chose, ça va être le même travail qu'on va faire avec le regard en fait, tout simplement. Ok. Et donc, alors le petit plus, on n'a toujours pas d'extrait. J'espère que vous regardez le podcast Power Talks qui va sortir demain. Demain, on va explorer un peu plus en profondeur cette ambivalence des femmes autour du succès avec Yona Moustache, donc, qui est un coach business, qui est plus axé sur l'accompagnement des femmes autour du business et justement de cette peur de réussir et de parfois être rejeté ou de pas être d'être critiqué, parce que c'est souvent le cas, on est dans une culture de critique malheureusement. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce podcast qui sort demain. Pour les gens qui sont intéressés, pour avoir juste un petit truc pour se connecter à sa posture de façon naturelle, je peux vous donner un petit exercice. Donc c'est de se mettre déjà debout. Alors je vais pas le faire là parce que je suis pas sûre que la caméra va me suivre, mais se mettre debout, largeur du bassin, de mettre les mains sur les hanches et d'avoir cette posture un peu de super-héroïne, de faire ça le matin pendant 2 minutes, et ça donne en fait, c'est prouvé, c'est scientifique, qu'incarner cette posture pendant 2 minutes, ça te donne, ça connecte en fait au niveau du cerveau et ça donne cet empuissancement intérieur. Donc je vous invite à faire ça comme exercice le matin au réveil. Voilà, je me tiens comme une super-héroïne, super-humaine, n'est-ce pas? Ok, c'est ce qu'on appelle la charisma. Charisma, alors c'est un programme où on va plus loin par contre. C'est un programme en ligne que je mets en place, donc 4 semaines d'accompagnement où on travaille cette posture charismatique, mais on va beaucoup plus loin, on va aller déconstruire aussi les peurs qu'il y a derrière, ce qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes, pour pouvoir amplifier votre attitude, votre présence, votre voix et votre leadership, tout simplement. Donc, renseignements sur ma page Instagram, n'hésitez pas à venir vers moi. Bien, c'est dit. 13h46, il nous reste 10 minutes pour Martine. C'est parti pour sa chronique générique. CSM, la culture selon Martine. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Superwoman. Oui, parce qu'elle a oublié de vous dire qu'il y aura aussi une cape de Superwoman qui va être proposée. Voilà. Non, attention, je dévoile ce que je ne devrais pas. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Dani qui a regardé mon genre, ça a fait un peu de parole. Tu vois, je perds foi. Pourquoi? Je perds foi. Ah, c'est le regard. C'est son regard. C'est son regard. Alors, donc, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs et bonjour à mon fan club. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en train de chercher ma page. Voilà. Hop, ni vu ni connu. J'espère que... Les événements portés par le ministère de la Culture. C'est par ça qu'on commence? J'ai pas compris. Les événements portés par le ministère de la Culture. Oui, Danick. Mais oui. Il a tout suivi. Mais oui. Exactement. Donc, dans ce sommaire, on va vous parler de 2 événements qui sont portés par le ministère de la Culture et qui sont des événements que vous connaissez sans doute, mais qui reviennent chaque année, tels que la Nuit des musées qui va se tenir le 17 mai prochain. Oui.
C'est, figure-toi, la 21e édition de la Nuit européenne des musées. Et c'est une manifestation qui est organisée par le ministère de la Culture, disais-je, et qui se tiendra ce 17 mai 2025 jusqu'à minuit. C'est-à-dire que c'est un événement nocturne. Plus de 3000 musées en France et en Europe participent à cet événement chaque année, donc depuis maintenant 21 éditions. Et ils ouvrent gratuitement leurs portes au public à ce moment-là, à des visiteurs de tout âge, de tout horizon. Donc tout le monde peut trouver quand même un moment ou un musée qui répond à ses besoins et à ses attentes. Donc c'est un moment de festivité en même temps pour découvrir une programmation dans les musées et découvrir par voie des œuvres qu'on méconnaît et qu'on a la possibilité là de voir en toute quiétude ceci jusqu'à minuit, parce qu'après vous perdez vos chaussures. Donc lors de cette soirée exceptionnelle, les musées proposent dès la fin de la journée, de regarder, de redécouvrir des collections, des expositions temporaires et surtout, dès le plus jeune âge, ça aussi c'est un objectif clair, le public pourra découvrir autrement donc, ces établissements muséaux, ces établissements culturels, avec des parcours originaux qui vont être mis à leur disposition, avec des visites qui sont comptées, des animations qui peuvent se faire en plein air également, du spectacle vivant, de la musique, des ateliers artistiques, enfin tout cela pendant cette journée et également des projections et autres propositions. Bien sûr, en Guadeloupe, nos musées, nous les connaissons, mais je vais parler de celui du Moule, qui est celui de tout le monde, puisque c'est la Guadeloupe. Le musée Edgar Clair sera aussi dans cette programmation. N'hésitez pas à vous rapprocher donc, de ces musées pour aller les rencontrer, pour voir ces collections et en tout cas participer à des soirées nocturnes qui seront organisées à cette occasion. On peut s'amuser. Très drôle. Pas trop, mais enfin bon. Je trouve que côté humoristique, il te manque. Il y a mieux. Oui, un petit chouïa, pas beaucoup, hein. Oui. Pas beaucoup, mais c'est pas mal. C'est un solde, celui-là. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. Je vais te donner 2-3 petites tirades. Ouais. Allez, hop, on continue avec la deuxième manifestation sur laquelle vous avez encore un petit peu de temps de vous positionner. C'est la 22e édition des Rendez-vous au Jardin. Et ça sera les 7 et 8 juin prochains. Alors, je vous en parle dès maintenant parce que si vous avez un jardin particulier, un jardin même privé, qui peut être, comment dirais-je, visité par le public, vous pouvez encore vous inscrire auprès de la DAC, la Direction des Affaires culturelles en Guadeloupe, pour pouvoir positionner votre jardin. Il y a une thématique qui est hyper intéressante. Elle est un peu lourde parce qu'il s'agit d'une thématique qui s'appelle les pierres. Ah oui, c'est lourd. Alors, jardin de pierre, pierre de jardin. C'est intéressant parce qu'on va parler de tout. On va parler de la roche, on va parler effectivement de statues, on va parler également de tout ce qui est la décoration qu'on peut mettre au travers de cette thématique. Moi, j'ai un jardin qui est visité et mon thème cette année, c'est enrochement et plantes. L'enrochement, comment tu peux faire en sorte de faire tenir la terre avec des grosses pierres et comment dirais-je, y entremêler des plantes vivaces, etc. Donc rendez-vous cette année dans 2200 parcs et jardins de France et les environs 600 jardins au total dans d'autres pays. Plus d'une vingtaine de pays participent depuis à cette manifestation. Et bien sûr en Guadeloupe, l'année dernière, je crois qu'il y a plus d'une centaine de lieux qui ont été visités. Donc on va voir cette année si nous battons ce record. Et donc ça sera valorisé au travers, je disais, cette année autour de fontaines, si vous en avez, des cascades, des ponts, des murs, des statues, du mobilier de jardin, des grottes, des canaux, tout cela donc, font partie de ce qu'on peut proposer comme étant un regard porté sur ces jardins de pierre et pierre de jardin. Voilà pour... donc inscrivez-vous, c'est encore possible au niveau de la DAC. Je continue. Je parlais d'un personnage. Oui, lequel? Quelqu'un a une idée? Non. Fa. Bien, Fanon. Oui, parce qu'il y a un film. Alors, pas encore, mais je vais aller le voir. Mais ça, c'est pas grave. Je vais le voir, t'inquiète pas. Pas peine, ne sois pas peur. Je vais voir. Je sais que j'ai pas peur. Ça fait longtemps. Mais oui, mais parce que j'ai vu d'autres films. Je l'ai vu deux fois. J'ai fait autre chose. Donc, j'ai aucun regret. Moi, j'ai été en Normandie, j'ai été préparer un festival, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de murs, j'ai vu beaucoup de pierres médiévales. Donc, le temps culturel, il doit être partagé. Donc Fanon, je sais que j'irai le voir, il n'y a aucun souci. Un personnage, c'est un film effectivement Fanon, on en parle beaucoup. J'ai regardé un peu les scores au niveau de la France, ils sont moyens. Mais je pense qu'il y a une raison à cela. Alors pour vous représenter Fanon, j'espère que tout le monde le connaît maintenant. François Fanon est né en juillet
1925 à Fort-de-France, donc la Martinique, et il est mort en 1961. Et il est mort dans un hôpital militaire de la banlieue de Washington, c'était aux États-Unis. Il est psychiatre, essayiste de nationalité française et il est très impliqué dans ce qu'on appelle la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il a été nommé à une période de sa carrière en Algérie où il s'est confronté au racisme, au colonialisme, et sa manière et sa méthode pour accompagner, en tout cas, de présenter la psychiatrie était on va dire, en discordance avec les pratiques d'alors, et donc il ne s'est pas fait que des amitiés, bien évidemment, dans sa manière de voir les choses. Et il a aussi écrit un ouvrage, je ne vais pas faire toute la vie de Fanon, vous avez la possibilité d'aller vraiment regarder sa carrière, elle est très richement documentée sur Wikipédia et sur d'autres sites encore, elle est très richement documentée également sur les sites où on publie ses ouvrages, et donc allez chercher, vous allez voir que c'est une personnalité qui aujourd'hui ressort grâce à ce film, mais il y a aussi ses lectures, et son fameux livre Peau noire et masque blanc, qui a été un ouvrage qui a bousculé un petit peu le Lodernat, en fait, c'est-à-dire les gens. Il est sorti en 1952 aux éditions Seuil. Et ce livre qui s'était revendiqué une méthode qui était basée vraiment sur une observation très subjective. On dit de lui, de France Culture dit cette phrase de lui, ce livre, c'est celle d'un homme qui se découvre noir, hein, c'est l'histoire d'un homme qui se découvre noir dans le regard d'un blanc. Alors, comment sortir de l'assignation par la couleur de la peau? Est-ce que ce n'est pas toujours quelque chose qui est d'actualité? Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, j'ai dit très peu de choses de lui, mais c'est parce que je pense qu'il faut vraiment... En attendant de voir le film, c'est ça. Comment? Et quand je verrai le film, je vous en parlerai. Un ticket pour y Tiens, ben mon ticket, oui. Ticket choc. Allez, hop, on va parler effectivement de l'agenda. On va revenir sur... J'ai oublié de dire que ce film est de Jean-Claude Barny, hein, c'est un réalisateur guadeloupéen qui cartonne, qui a fait déjà de très très belles œuvres et qui là encore signe quelque chose qui me semble être... à voir et à revoir. Voilà, exactement. Alors, dans mon agenda, Symphonica, une proposition de Jean-Michel Lesdel, qui ne le connaît pas, hein, ce pianiste de génie. C'est quand ça? Alors ça va être très prochainement, voilà, je cherche ma date, le 26 avril. Le 28 avril. 28 avril, oui, je dis le 26. C'est à Basse-Terre. Hein. Et c'est à Basse-Terre. À l'auditorium Jérôme Cléry, ville de Basse-Terre. Non, mais on dit ça au cas où tu oublié. Un quatuor de cordes, violon, alto, violoncelle, tambourka et des voix exceptionnelles avec François Ladrézeau. Je t'ai déjà raconté ma première rencontre avec François Ladrézeau. C'était à Radio Gaillac, tu te souviens? J'avais aussi une émission sur la culture. La première fois qu'il est venu, il a chanté. J'étais à Baba. Je continue parce que je sens que mon heure passe. Reste 2 minutes. Donc, parcours d'art immersif organisé le jeudi 24 avril, c'est-à-dire demain, c'est là aussi à Basse-Terre, balade artistique pour aller rencontrer des artistes au cœur d'une expérience artistique et immersive. Alors, l'art se découvre dans l'échange avec des escales auprès, par exemple, de Jocelyn Aquaba Matignon, artiste passionné. Donc, vous allez rencontrer au travers donc, de tout cet itinéraire différentes escales qui vont vous plonger dans la découverte de l'art. Sous toutes ses formes, dans des parcs, auprès d'artistes, dans des discussions, dans l'espace Romery Caruquera. Bref, tout un itinéraire qui vous est proposé dans le cadre de cette immersion. Et, et puis ça a un coût. Donc je vous propose de téléphoner au 06 90 07 43 41 pour avoir plus d'informations. Et vous verrez que ça peut valoir le coup. Il y a un repas qui est prévu également. Donc... téléphonez au 06 90 07 43 41 pour en savoir un peu plus. Allez, je termine avec les Sisters en concert, Marie-Laure et Céline Stralka. C'est au Yacht Club. Elles ont été vraiment redemandées puisque c'est la deuxième fois qu'elles vont passer. C'est le 26 avril à partir de 20h au Yacht Club. C'est sur la Darse. Hein. Et donc, elles s'appellent Marie-Laure et Céline Stralka, Sisters. Elles sont de retour et elles vont nous enchanter par leur voix avec une ambiance chaleureuse. Là aussi, les tickets sont à vendre sur Almol. Edith Lefel, eh bien, on lui fait un hommage concert à la Casar. Et ça, c'est le 30 avril prochain. Mercredi 30 avril à partir de 21h, heure d'ouverture, et il paraît qu'ils vont fermer les portes, ils vont être à l'heure, donc faites attention, pas laisser trop tamarisote. Hein. Donc ouverture des portes à 19h30, spectacle démarre à l'heure, c'est ce qu'ils disent, possibilité de restauration sur place, et en tout cas on ferme les portes à 2h du matin. Alors si vous êtes pas voulu trop tamarisote, bef de cabré, le salle, allez réserver tout de suite.
Et puis, je vais finir avec Marie-Line Dahomey. C'est pas tout de suite, c'est au mois de mai. Douvent, c'est son prochain concert où elle va se présenter son album. Toute une flopée de musiciens en résidence artistique. C'est là où elle a créé ce concert exceptionnel qui va nous être proposé au carrefour de la danse, de la musique, de la voix. Vous pouvez bien sûr vous réserver dès à présent. Mais en fait, j'avais un compte, c'est le compte Eloasso. Et vous cherchez le concert qui se tiendra à Sonis le 22 mai. C'est le concert Douvent avec Marie-Line Dahomey. Voilà, on parlera de Terre de Blues après. Il y a plein de choses à en dire. Je peux dire quand même et tu peux dire un mot, tu veux le dire, puisque c'est toi qui les as reçus. J'ai sorti cet ouvrage de poésie. Glenn Martial, Sandra Belli, Elodie Pakiri, Carole Seva, Sadji Tramis, Marie-Colette Dino-Garnier, qui seront nos invités, bien sûr. On parlera de cet ouvrage et de leur poésie. C'est de la poésie. C'est de la poésie féminine. Il y a des choses intéressantes, j'ai vu. Tiens, il y a un truc qui s'appelle Mounamoun. Bon, on n'a pas trop le temps. 13h58. Alors, je rappelle qu'on a reçu en début du Z Sébastien Gravier et Guillemère Corneille. Ce sont deux pilotes professionnels qui sont un petit peu perturbés par une décision de la préfecture de Xavier Lefort, qui a décidé de les faire contrôler à Livry toute la journée. Et ils ont commencé bon avec ça. Donc, ils sont venus ici dénoncer ceci. Je rappelle que l'école... Oui, c'est ça, Génie en herbe. Pour l'instant, va se réouvrir pour quelques mois. Le préfet et la rectrice s'étaient aussi trompés, mais enfin, c'est un qui ne savait pas faire. Et donc, du coup, le tribunal administratif a décidé de réouvrir ces écoles avec la rentrée des vacances. Téli Carpin et Gladys Martelly étaient venus pour l'association L'Instant Friapin parler d'une manifestation qui se fait samedi 10 mai. C'est pas en moule, là. C'est à Bimao. Et puis, on a terminé en beauté avec Yasmina Arissik. Bonjour. Bonjour. Et au revoir. Et au revoir. Et avec Iman Choudan. Bonjour. Oui, bonjour. Et au revoir. On a parlé aussi des femmes qui doivent assumer leur plénitude. Oui, et leur brillance. Voilà, leur brillance et de ne pas être dans le syndrome du manglous. Et Martine Fazer qui nous a fait son agenda habituel. Il a même parlé du festival de Marie-Galante Terre de Blues qui aura lieu en quel mois? Eh bien, c'est pas tout de suite, c'est au mois de juin. Hein. Au mois de juin, c'est ce jour-là, ça. On a le temps d'en parler. Nous y reviendrons avec ce qu'il faut. Et il y aura Raymond dedans, Patoret. Hein, il y aura Raymond Patoret. D'accord. Raymond Patoret qui part d'ailleurs en Côte d'Ivoire après-demain, enfin dans les jours qui viennent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 14h. Jordan était là. Oui, il est là. On est même arrivé à 14h avec Jordan, mais c'est pas. Je rêve. En général, c'est 55 quasi, il faut nous arrêter. Bon, bref, on est là et on se retrouve demain avec Iman, n'est-ce pas? Iman News, en solo. Elle adore le jeudi, parce qu'on parle le jeudi, tellement qu'on en parle le jeudi. C'est la danse, je me mets en bleu, voilà, exactement. Merci en tout cas d'être venu, merci d'être aussi souvent avec nous et on vous remercie. Et ciao, bye bye, à demain.